Bonjour à tous. Deux capsules vidéo ont été précédemment consacrées dans le cadre de Notion à la présentation d'une typologie des plans d'expérience destinée à l'estimation des effets des facteurs sous la forme d'effets principaux complétés éventuellement par des interactions. Une majorité de ces plans d'expérience, que l'on peut regrouper sous l'étiquette de plans factoriels, ont été développés dans la première moitié du XXe siècle, place donc maintenant à de nouvelles notions associées à une typologie des plans d'expérience destinés à faire de l'optimisation. J'ai bâti cette typologie autour de deux verbes qui apparaissent dans une note associée à la définition d'une expérience, les verbes comprendre et améliorer. Je rattache ainsi les plans dits factoriels à des problématiques de compréhension du rôle des paramètres de réglage qui affectent les variations d'une réponse. Et je vais m'intéresser maintenant au plan d'expérience associé au verbe améliorer, derrière lequel on trouve des problématiques d'optimisation. Les plans d'expérience appartenant à cette branche de la typologie peuvent être regroupés sous l'étiquette de plan à surface de réponse, dont la définition issue de la norme introduit la notion d'optimisation. C'est dans un grand dictionnaire de la langue française que j'ai extrait la définition de ce terme, afin d'éviter des définitions trop mathématiques et souvent peu adaptées de manière directe aux problèmes des expérimentateurs. Optimiser consiste donc à donner à une grandeur la meilleure valeur possible en recherchant les valeurs des paramètres qui maximisent une fonction. La figure reportée à l'écran montre une surface de réponse qui illustre la variation de la quantité de polyphénols totaux extraits en fonction de deux paramètres de réglage tels que la température et la durée de traitement. L'analyse de la figure indique immédiatement une direction à prendre pour atteindre, si je puis dire, le sommet de la montagne ou de la colline et lire ensuite les valeurs à adopter pour le réglage de la température et de la durée permettant d'atteindre ce sommet. La recherche d'un optimum va consister à exploiter les courbures de la surface de réponse. La localisation de l'optimum étant caractérisée par des changements de signe de pente suivant chacune des directions de l'espace au niveau de l'optimum. Comme le rappelle la définition de la norme, la construction d'une surface de réponse nécessite de prendre en compte des variables quantitatives continues et l'estimation d'une courbure impose à minima 3 niveaux par facteur. 3 niveaux distincts suivant un axe permettent d'estimer la courbure à partir d'une équation parabolique et les plans pour l'étude de surface de réponse se limitent, dans leur grande majorité et pour contenir la dépense expérimentale, à l'estimation de courbure à partir de modèles polynomiaux de degré 2. Si l'analyse des variations observées à la suite de la mise en œuvre d'un plan factoriel renvoyé à des techniques d'analyse de variance, on va utiliser dans cette branche de la typologie des analyses de régression. D'un point de vue mathématique et statistique, ces deux types d'analyse sont très proches, mais la note associée à la définition d'une analyse de régression précise que, dans ce cas, l'intérêt est porté sur la qualité prédictive des modèles qui doivent être adaptés pour faire de l'interpolation entre les niveaux des facteurs. Le catalogue des plans d'expérience pour l'étude des surfaces de réponse s'est enrichi au fil des années, et pour faire une classification des dispositifs expérimentaux disponibles à la fois dans les livres et dans les logiciels, je vais m'intéresser dans cette troisième partie de la typologie uniquement au cas des facteurs aux variations indépendantes. Les plans pour l'étude de mélange, qui sont dédiés aux problèmes de formulation, seront présentés dans la quatrième et dernière partie de cette typologie. On peut positionner les premiers plans pour l'étude des surfaces de réponse en 1951, avec l'article de Box et Wilson présentant la construction et l'analyse de plans composites centrés. Ces plans sont construits à partir d'un point de fonctionnement dont on cherche à améliorer les performances. Ce point est positionné au centre du domaine expérimental, d'où sa dénomination de point central. On ne sait pas dans quelle direction et à quelle distance on peut espérer trouver mieux.
Les plans pour l'étude des surfaces de réponse consistent donc à rayonner autour de ce point central, et je viens d'introduire dans la phrase précédente la notion de rayon et donc de sphéricité du domaine dans un espace mathématique où les facteurs apparaissent de manière codée. En présence de deux facteurs, ce domaine se réduit donc à un disque et les traitements expérimentaux complémentaires au point central sont ici, en présence de deux facteurs, positionnés de manière équirépartie sur la circonférence du domaine. On distingue des points dits cubiques, qui correspondent au sommet du carré représenté dans le plan de la figure, et en adoptant une approche séquentielle, on retrouve un plan factoriel complet à deux niveaux dont l'analyse des variations de la réponse pourrait conduire dans une étape préalable à l'estimation des effets principaux des facteurs et à leur interpolation. On observe également des points dits en étoile, disposés de manière symétrique suivant les axes du domaine. Voilà l'origine des 9 traitements distincts associés à la construction d'un plan composite centré dans un domaine expérimental défini à partir de la variation de deux facteurs. La généralisation à un plus grand nombre de facteurs pourra apporter quelques modifications à cette démarche de construction et fera l'objet de présentations spécifiques dans de futures capsules vidéo. La principale qualité des plans pour l'étude des effets des facteurs était la propriété d'orthogonalité, qui assurait l'indépendance des estimations des effets avec une incertitude minimale. La principale qualité des plans pour l'étude des surfaces de réponse, en présence de facteurs indépendants, est l'isovariance par rotation. Comme on ignore dans quelle direction se trouve un potentiel optimum, il est important que les incertitudes associées aux prédictions d'un modèle soient les mêmes à une distance donnée du centre du domaine et que celles-ci soient les mêmes dans toutes les directions de l'espace. On découvrira ultérieurement, lors de présentations d'applications des plans composites centrés, que cette propriété est étroitement liée à la position des points en étoile le long des axes du domaine. On constate toutefois à partir de la figure que le niveau d'incertitude n'est pas constant en fonction de l'éloignement au centre et que c'est en particulier au centre que l'incertitude associée à une prédiction sera maximale. On va donc répliquer la mise en œuvre du point central afin d'améliorer les choses, ce qui va conduire à un nouveau critère de qualité. On va donc rajouter à la qualité d'isovariance par rotation un critère dit de précision uniforme. En augmentant le nombre de répliques ou de répétitions au centre du domaine, on tend vers une incertitude à peu près constante, quelle que soit la direction de l'espace et quelle que soit la distance à partir du point central. Pour terminer, les points composites centrés nécessitent la mise en œuvre de 5 niveaux par facteur, ce qui peut représenter une contrainte pour les expérimentateurs. Satisfaire à la fois des conditions d'isovariance par rotation et de précision uniforme peut rapidement conduire à un nombre de traitements expérimentaux élevé, au-delà de 3 ou 4 facteurs. Presque 10 ans plus tard, et toujours à l'initiative de George Box, sont apparus les plans dits de Box-Benken. Les facteurs au nombre minimal de 3 possèdent tous 3 niveaux, ce qui peut faciliter leur mise en œuvre d'un point de vue expérimental. En présence de 3 facteurs, les essais sont matérialisés au milieu des arêtes d'un cube dans l'espace mathématique, ce qui me rappelle les figures géométriques des cours lointains d'atomistique. Il ne faut naturellement pas oublier le point central, qui devrait être répété pour satisfaire aux conditions de précision uniforme. Les plans de Box-Benken, au même titre que les plans composites centrés, font l'objet de très nombreuses publications avec un nombre limité de facteurs pour contenir la dépense expérimentale, ce qui suppose souvent une étude préliminaire afin de valider les contours d'un domaine d'optimisation plus restreint. Le modèle polynomial, sous-jacent à la construction du plan et à l'analyse des variations observées, peut être retranscrit sous la forme de courbes isoréponses qui s'interprètent de la même manière que les courbes de niveau sur une carte d'état-major ou encore sur une carte de randonnée.
Plus rares dans la littérature sont les réseaux uniformes de Doelert apparus en 1970. Comme l'illustre la figure à l'écran, tous les facteurs ne possèdent pas le même nombre de niveaux, ce qui peut représenter un avantage tout aussi bien qu'un inconvénient. On repère immédiatement les 5 niveaux d'un premier facteur noté x1 et les 3 niveaux du dernier facteur noté x2. Si l'on venait à rajouter un troisième, voire un quatrième facteur, ces derniers se verraient imposer alors 7 niveaux, afin de produire un maillage uniforme de l'enveloppe du domaine sphérique ou hypersphérique qui entoure le point central. Les réseaux de Doelert offrent des possibilités de séquentialité, certes rarement exploitées, que l'on illustrera dans de futures captures vidéo. On ne peut pas retenir dans une présentation courte tous les plans destinés à l'étude d'une surface de réponse. Mais avant de clore le sujet à propos des facteurs à variation indépendante, il convient de positionner dans cette typologie des plans apparus en 2011 sous le nom de Definitive Screening Design. Malgré cette dénomination qui pourrait faire penser à des plans de criblage, je les positionne volontiers parmi les plans pour l'étude des surfaces de réponse car les facteurs doivent être des facteurs quantitatifs à variation continue pour la mise en œuvre desquels on impose 3 niveaux équus répartis. L'analyse de régression s'appuie sur la recherche séquentielle du meilleur sous-ensemble de monômes permettant de décrire et de prédire la variation d'une réponse, et ces monômes sont issus d'un modèle polynomial de degré 2. Un exemple de plan de type Definitive Screening Design apparaît à l'écran afin de modéliser une surface de réponse dans un domaine défini à partir des variations de 4 facteurs, et je reviendrai naturellement plusieurs reprises sur ce type de dispositif expérimental à la fois moderne et très astucieux. Lorsqu'on est confronté à un problème d'optimisation, il est rare de s'intéresser à une seule réponse. On cherche par exemple à maximiser le rendement d'un procédé d'extraction de polyphénol tout en minimisant les coûts de cette extraction. On fait alors appel à des fonctions de désirabilité qui permettent d'associer un niveau de satisfaction générale global prenant en compte les exigences d'expérimentateurs pour chacune des réponses. Il ne reste plus qu'à rechercher, par interpolation et à partir des modèles associés à la description des réponses, la combinaison des niveaux des facteurs qui maximise ce qu'il convient d'appeler la désirabilité globale. De tels outils se devaient donc être associés à cette présentation typologique. Pour faire suite à cette présentation et à ce troisième volet de la typologie des plans d'expérience, la prochaine capsule vidéo s'intéressera aux plans pour l'étude de mélange, qui sont des plans d'expérience pour l'étude de surface de réponse dans des domaines expérimentaux présentant une géométrie bien spécifique liée à la nature des facteurs présents dans un problème de formulation.